Ti case là, c'est 2 petites pièces. Maman là et papa là, quand levé à 5h du matin, ça baille à travail. Mais la nuit là, papa là après 2 ou 3 coups de rhum. Il pas ni misi, ni continuer, ni arrêter. Il pas qu'à rendre compte que ce petit moun n'a pas dormi en sac là. Et c'est comme ça que petit moun entre 13 ans, 14 ans, 16 ans, quand il arrive à 16 ans, personne ne peut connaître qui bitin il a fait, il a fait. Quand il comprend qu'ils sont femmes, il est trop tard. C'est comme ça qu'il y a un qui trouve qu'il ne va pas savoir qui il est. Je vais essayer rapidement de construire une fresque de la fabrique de la ville. Au niveau national, à Paris par exemple, 19e siècle, la ville elle est pensée où on a au rez-de-chaussée une activité, en haut il y a des personnes qui, juste au-dessus de l'activité, il y a les propriétaires qui travaillent, et puis tout en haut, on va trouver des chambres de bonne, et donc on a de façon verticale finalement toutes les strates de la société. Début du XXe siècle, on est percuté par 2 guerres, et on va penser la ville différemment. La sursaturation des centres urbains fait que, au final, le mouvement des grands ensembles ira un peu plus loin que le centre-ville où on va segmenter l'espace avec différentes fonctions. Fonction de loger, fonction donc d'habiter, fonction travailler, fonction se soigner, voilà. L'espace urbain est découpé en différentes fonctions. La ville historique, par exemple, de Pointe-à-Pitre, remplit les premières fonctions que j'invoquais tout à l'heure. Et puis, à l'extérieur donc des centres-villes, les grands ensembles. Dès les années 60, un certain nombre de sociologues évoquent le fait que cette segmentation produit des effets qui ne sont pas nécessairement positifs. Et aujourd'hui, on revient effectivement à une urbanité qui, elle, s'inscrit finalement dans les différentes fonctions que l'on va trouver à proximité. Ainsi, dans les opérations de rénovation, dans les plus récentes, on essaie de fabriquer, entre guillemets, la ville à 10 minutes à pied. Ou à proximité, il faut qu'on trouve un boulanger, il faut qu'on trouve un boucher, il faut qu'on trouve toutes les fonctions finalement qui font la ville et qui font le bien vivre ensemble. Je pense qu'on reviendra sur ce type de segmentation, ce type de structuration, avec une urbanité bien plus intégrée. J'ai dit quartier plus intégré et plus solidaire. D'accord ? Le ferment de cette solidarité avec une population qui vieillit, ce sera le transport. C'est le transport. Et on ne peut plus penser la petite citadine, je pense à la voiture, comme étant le seul élément nous permettant de nous déplacer. Il fallait que l'on pense solidarité des quartiers. J'ai dit tout à l'heure qu'on intervenait essentiellement dans des quartiers où il y avait de forts taux de chômage. Alors, au début des années 2000, c'est ce qu'on appelait des zones urbaines sensibles, lors de la première rénovation. La deuxième génération de la rénovation, qui a commencé elle en 2014, a désigné ces quartiers comme prioritaires, quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qu'on appelle des QPV. D'accord ? Aujourd'hui, il fallait qu'on puisse faire solidarité avec ces quartiers-là par le transport. On n'aura pas d'autre choix demain que de permettre aux jeunes qui veulent se déplacer là où il y a de l'emploi, de le faire par le transport. On n'aura pas d'autre choix pour les aînés, les plus âgés d'entre nous, de se déplacer aussi pour pouvoir aller chez le médecin, mais aussi aller faire des examens, etc. etc. La solidarité des quartiers s'organisera demain avec les transports, on n'a plus le choix. La première rue Pape, c'est les années 60. C'est toutes les barres qu'on a faites, parce qu'on a assaini les terrains, etc. Et on a bien vu que ça a duré à peine 50 ans, et qu'après tout devenait obsolète. Et avec le problème de la sismicité, donc la mise en danger des gens, plus les difficultés de fonctionnement liées à la structuration sociale même de Pointe-à-Pitre, il a fallu recommencer. Et la mairie a saisi l'opportunité d'un financement et a eu la possibilité de présenter un projet sur 3 périmètres, le centre ancien, la partie Bergevin, Henri IV et Chanzy, et la partie Loricis. Et nous avons proposé une équipe pluridisciplinaire, et donc qui a gagné ce concours. Donc, en fait, j'étais un peu le chef d'orchestre d'une équipe faite d'ingénieurs, d'historiens, de sociologues, de paysagistes, et on a proposé un projet qu'on a commencé à mettre en place avec la ville à partir de 2006.
Donc les voies qu'on a choisies pour refaire des typologies qui ne revéhiculent pas les soucis qu'on a eus dans les anciennes, c'est qu'on a travaillé des compromis. On a proposé d'abord de faire une analyse, mais assez générale de la manière d'habiter. Le fait de travailler avec des sociologues comme Flagy, comme Claude Auton nous a permis aussi de rentrer vraiment dans les usages, dans ce que disent les espaces sans qu'on puisse voir, dans cette part de patrimoine immatériel qu'on a, pour trouver quelle typologie qu'on va faire. Mais parallèlement à ça, vous avez des contraintes. Vous avez des contraintes de sol, vous avez des contraintes sismiques, vous avez des contraintes de financement, vous avez des contraintes de matériaux, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Par contre, dans ces espaces-là, il y a du lien, il y a des petites choses qu'on n'arrive pas à percevoir sur le plan social, sur le plan anthropologique, qu'il nous appartenait de reconvertir dans des espaces dits modernes, c'est-à-dire qui tiennent au séisme, qui sont adaptés aux handicapés, qui véhiculent les normes. Et il y a une troisième contrainte pour l'urbanisme, c'est de dire que, attention, l'urbanisme se fait sur un temps long, ça ne se fait pas dans une échéance électorale. Une rénovation, c'est 30 ans, ça peut être 40 ans. La preuve, on n'en est pas à la moitié alors qu'on avait prévu de la faire en 6 ans, aujourd'hui on est à plus de 15 ans. La difficulté de tel projet, c'est d'être toujours dans l'anticipation, avoir la capacité d'être prospectif et laisser des flexibilités pour que ce soit la ville qui s'adapte à la société et vice-versa. Et aujourd'hui, on en est là. Voilà. Par exemple, on est en train d'élaborer des logements aujourd'hui qui peuvent se reconvertir en plus grands logements, même si on les fait très petits. Aujourd'hui, il s'avère que les jeunes ne rentrent pas et que la population est en train de vieillir. Si on avait construit des logements très grands, aujourd'hui, on serait devant un problème puisque les loyers seraient trop élevés pour des personnes âgées. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On nous demande, nous, dans des programmes, de faire des petits logements. Donc, nous disons non, il faut faire des logements moyens parce que le logement, il va vivre 70 ans, 80 ans. On ne sait pas, dans 20 ans, peut-être qu'il y aura un retour et on aura besoin de plus grands logements. Les gens vont se marier, vont faire des enfants. Donc, c'est très difficile. Et beaucoup d'architectes travaillent déjà sur cette notion de flexibilité. On peut faire aujourd'hui des petits logements qui, par un jeu de murs qu'on va enlever ou d'évolution des espaces, vont donner demain des grands logements. Contrairement à avant, où on figeait des espaces et dès qu'on les touchait, on ne pouvait plus les rendre adaptables à des modes de vie. La case fonctionnait comme ça. On avait l'espace. Et lorsqu'on commençait une case, 1 pièce case, 2 pièces case, 3 pièces case, on avait la capacité de dire ma famille va s'agrandir, mes enfants partiront. La case même bougeait, elle était sur des pierres. Et on arrive aujourd'hui à un point où on retourne à ces éléments. Il y a une difficulté à expliquer les choses parce que nous, en tant que sociologues ou anthropologues, on avait un point de vue. L'équipe extérieure avait un point de vue sur la première UPAP, qui est un point de vue, je ne dirais pas négatif, mais mitigé, au moins. Et après ça, quand on est rentré sur le terrain, quand on a vu les gens, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre vécu, un autre attachement. Et je prendrai pour exemple vraiment la dimension de la première réunion de travail qui se faisait pour la deuxième UPAP au Centre des Arts et où les gens ont été présents. Ils ont écouté scrupuleusement ce qu'on leur disait et ils ont posé assez peu de questions. Et les questions qu'ils posaient étaient effectivement des questions sur le vivre ensemble, c'est-à-dire sur la convivialité. Alors que nous, du point de vue de l'équipe, au début on se disait mais ce sont des bars, c'est une architecture qui ne correspond pas à l'esprit du pays. Et on se rend compte que les gens disent mais nous on veut savoir avec qui demain on va être. Est-ce qu'on va être avec madame un tel qui m'apportait mes légumes? Est-ce qu'on va être monsieur un tel qui me prend de tels services? Et c'est ces questions-là fondamentalement qui sont posées. Donc, ce bilan que nous pensions, entre guillemets, du point de vue complètement théorique au départ, très négatif, les gens l'ont vécu de manière extrêmement positive. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'était construit. Et moi, ça me renvoie du point de vue de l'anthropologie et de la sociologie à l'extrême plasticité des Guadeloupéens. Les Guadeloupéens sont des gens qui, dans les situations les plus extraordinaires, les plus négatives, les plus alambiquées, déploient des stratégies qui sont des stratégies d'adaptation, mais déploient des stratégies qui sont aussi des stratégies de reconstruction. Je prends un exemple très simple pour vous. C'est comment, en parlant d'adaptation, de manière très, très concrète, c'est de faire monter le jardin créole à l'étage. OK? Et on arrive sur des balcons au 3e étage, 4e étage, et on voit des pieds de Kimura Sora, qui vivra verra, des herbes, etc. Et tout ce qu'ils y avait avant de la case, où on structurait la maison avec les plantes répulsives devant, les plantes protectrices, et bien toutes ces plantes-là se trouvaient sur la coursive, avec chaque personne avec son bac, avec ses plantes, et des herbes médicinales aussi.
Et c'est très important à comprendre parce que dans le vécu PRC que nous avons, il n'est pas nécessaire qu'une personne qu'on ne connaît pas entre tout de suite dans la maison. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive chez vous, eh bien, il y a la véranda, eh bien, on s'accoude à la véranda. Okay? Il y a des gens qui ne vont parler que de l'autre côté de la véranda. Quelqu'un qui a une autre relation avec le propriétaire de la maison, il va rentrer sur la véranda. Et ça, c'est très important. Et nous, on avait la vision que ça posait problème. Alors ça posait problème, mais les gens se sont adaptés. Ce filtre que les gens ne pouvaient pas mettre dans les bars, eh bien, le mettaient relationnellement. La barrière qu'on faisait avant la véranda et qui permettait de s'accouder, de parler, on l'a transposé dans le relationnel. Ça veut dire que nous n'aurions pas les si coursifs là, nous n'aurions pas les, mais on ne peut pas rentrer à casa. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut comprendre des inadaptations, des dysfonctionnements de la manière de faire les appartements. Mais en même temps, il y a une grande adaptabilité, et je dirais, ça ne veut pas dire qu'ils sont bien, mais ça veut dire qu'ils sont adaptés sur le réel pour le recréer, suivant les contraintes du pays. Eh bien, ça, c'est vraiment très fort de chez nous.